CNews. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. À Raza, l'entité sioniste poursuit ses massacres. Le dernier bilan des victimes fait état de 40 737 martyrs. La campagne de vaccination contre la polio débute dans l'enclave palestinienne. Des dizaines d'enfants de Deir el-Balah et de Zawaïda reçoivent leur première dose. L'occupation poursuit son agression contre Jénine pour le 5e jour consécutif. Selon un dernier bilan, au moins 14 Palestiniens sont tombés en martyrs. En Algérie, plus que quelques jours avant la fin de la campagne électorale en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre. Et puis Moscou revendique le contrôle du village Kirovo dans la région de Donetsk. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Raza. Au moins 4 Palestiniens, dont une fille, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans des bombardements de l'armée sioniste contre plusieurs zones de la ville de Raza et du camp de Borej. Les frappes sionistes n'épargnent personne, pas même les enfants. Plusieurs enfants blessés ont d'ailleurs été transportés à l'hôpital Al-Ahli de Raza après une frappe sur un bâtiment abritant le laboratoire du même hôpital. C'est le seul lieu de Razaville qui fournit des services aux citoyens après la destruction de l'hôpital Shifa au centre de la ville. Malheureusement, ce ciblage a conduit à la mort d'un civil et fait plusieurs blessés sérieux. Nous appelons les institutions internationales à prendre une position sérieuse pour empêcher de tels actes criminels qui se produisent dans la bande et qui prennent pour cible en particulier les hôpitaux. L'hôpital est un lieu sûr, il n'y a pas de résistance ou autre chose. Les gens ici n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Ils prennent pour cible une fille de 4 ans et un enfant de 4 mois. De nouveaux massacres qui alourdissent une fois de plus le bilan des victimes de ce génocide. Les autorités palestiniennes de la santé dénombrent à ce jour 40 738 martyrs et 94 060 blessés. À noter que la majorité des victimes se trouvent être des femmes et des enfants. Et au volet santé, les enfants de Deir el-Balah et de Zawaïda reçoivent leur première dose de vaccin contre la polio alors qu'une campagne de vaccination contre cette maladie a officiellement débuté dans la bande de Raza. Les parents inquiets se sont précipités pour faire vacciner leurs enfants. Je suis venue aujourd'hui à la clinique de l'UNRWA pour vacciner mes filles contre la polio et si Dieu le veut, nous ne rencontrerons plus d'autres maladies que celles que nous connaissons déjà. J'espère que nous rentrerons chez nous sains et saufs. Les maladies de peau sont très répandues, il n'y a pas de détergents, les détergents sont très chers et nous ne pouvons pas nous les permettre. La nourriture est également très chère, tout est cher. Les enfants perdent du poids, ils allaient bien avant mais maintenant ils maigrissent beaucoup. J'espère que Dieu remettra les choses en ordre. Et cela fait 5 jours aujourd'hui que l'occupant sioniste poursuit son agression contre Jénine, une incursion meurtrière qui renforce davantage sa présence dans la ville et son camp de réfugiés. Plusieurs victimes sont à déplorer, un siège strict est également maintenu.
Ce qui s'est passé exactement, c'est que l'incendie a commencé à cet endroit. 2 cartons ont pris feu dans la rue. Le bulldozer les a poussés vers les chariots de marché. Ces derniers ont également pris feu. Ensuite, les forces d'occupation ont empêché la défense civile de venir arrêter le feu avant qu'il n'atteigne les magasins. Il leur a fallu 20 à 30 minutes pour venir. Je voulais regarder par la fenêtre pour voir d'où je pouvais sortir. Mais ils ont tiré des grenades assourdissantes et des grenades lacrymogènes sur moi et ma mère. Nous étions à la maison avec mes enfants et nous avons vu tout exploser. Les portes et les fenêtres, tous nos biens ont été dispersés. Nous nous sommes échappés dans une pièce pour nous cacher. Et jusqu'à présent, les soldats vont et viennent. Et après ces raids de sionistes, plusieurs familles palestiniennes ont décidé de rassembler le peu d'affaires qui leur restait de fuir l'est de la ville. C'est un raid et des échanges de tirs depuis 5 ou 6 jours. Comme vous pouvez le constater, les gens sont paniqués et quittent leur maison lorsque l'armée est proche d'eux. Certains restent et d'autres partent, non pas de Jenin, mais du camp, vers des endroits proches. Il y a des zones que nous ne pouvions pas atteindre à cause des explosions incessantes de l'armée israélienne. Certains enfants ont été brûlés par les explosions et nous avons donc expliqué aux parents comment gérer ces cas car l'armée israélienne ne nous laisse pas coordonner nos déplacements dans le camp. Lorsque nous nous déplaçons, nous le faisons par nos propres moyens. Il n'y a aucune coordination. Médecins sans frontières condamne le ciblage continu des hôpitaux et les attaques contre le personnel médical par l'occupation sioniste lors de son raid en Cisjordanie. MSF a confirmé ce dimanche dans un communiqué de presse que les médecins avaient été battus et interrogés sur le terrain par les forces sionistes à Tulkarem. Pendant ce temps, l'équipe médicale de l'hôpital Khalil Suleiman de Jenin a été contrainte d'arrêter les opérations de dialyse en raison du siège et de la coupure d'électricité et de l'eau. Médecins sans frontières qualifient d'extrêmement alarmante l'ampleur et l'intensité de l'incursion sioniste à Jenin, dénonçant l'obstruction de l'accès aux établissements de santé, ciblant les ambulances et les empêchant de passer. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche au moins 36 Palestiniens, dont un journaliste, 4 étudiants et d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant donc de la Cisjordanie occupée. Le nombre de détenus palestiniens est passé à 110 depuis le début de l'opération militaire annoncée par l'occupant sioniste dans la région, ce qui porte le nombre total des arrestations depuis le 7 octobre à plus de 10 400 en Cisjordanie et à Al-Quds. Et par ailleurs, sachez que plusieurs colons sionistes ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection de la police de l'occupation sioniste. Les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée et ont mené des marches provocatrices et effectué des rituels talmudiques dans ses cours. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a, au cours du rassemblement de quelques centaines de personnes en soutien à la Palestine à la grande mosquée de Dakar, accusé Benyamin Netanyahou de poursuivre la guerre à Gaza pour sa propre survie politique et préconise d'isoler l'entité sioniste. Regardez. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre. La survie politique dépend de cette guerre. Et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël. Isolement politique. Ousmane Sonko qui dénonce un monde particulièrement hypocrite. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de 2 poids, 2 mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens de
d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Voilà donc concernant l'actualité à Raza. Par ailleurs, les Houthis affirment avoir attaqué le navire Groton dans le golfe d'Aden en raison de la violation de la décision d'interdiction d'accès au port de la Palestine occupé par la société propriétaire du navire. C'est la deuxième fois que le navire est pris pour cible puisqu'il avait déjà été visé le 3 août. Les forces armées yéménites confirment qu'elles ont réussi à empêcher la navigation israélienne en mer Rouge et qu'elles ont imposé leur décision d'interdire la navigation dans la zone d'opération déclarée à tous les navires liés à l'ennemi israélien ou traitant avec lui, quelle que soit leur destination, ou aux navires appartenant à des sociétés liées à cet ennemi. En Iran, le président Massoud Pezeshkian, qui a prêté serment à la fin du mois dernier, a donné sa première interview télévisée depuis la formation de son cabinet. Le Parlement iranien, dominé par les conservateurs, a récemment approuvé la nomination des membres du cabinet proposé par le président. Massoud Pezeshkian a déclaré que l'Iran subit actuellement de lourdes sanctions. Nous subissons de lourdes sanctions. L'Europe, l'Amérique et les pays qui suivent l'Amérique nous ont sanctionnés. Ils ne font pas affaire avec nous et nous ont créé des problèmes. Les experts et les économistes disent que nous avons besoin de 200 milliards de dollars d'investissement pour une croissance de 8%. Il faut rester unis et se mettre d'accord sur les prochaines grandes lignes de la gouvernance, affirme le président iranien lors de sa première interview télévisée. Je n'ai jamais essayé de critiquer le passé ou de dire que ces problèmes ont existé auparavant et que ce qui s'est passé est la même chose. Nous devons maintenant nous donner la main et nous mettre d'accord sur l'horizon dans lequel nous devons être les meilleurs, être une source d'inspiration, être fiers de notre existence et de notre présence en Iran. Et en fait, les autres doivent nous regarder et prendre exemple sur nous. On passe tout de suite au carnet de campagne en prévision de l'élection présidentielle en Algérie. Et plus que quelques jours avant le silence électoral pour les 3 candidats à la présidentielle du 7 septembre, ce dimanche, Youssef Aouchiche était à Bouira pour convaincre son électorat. Le candidat du FFS a affirmé vouloir construire un nouveau système de gouvernance qui tire sa légitimité de la souveraineté populaire. Aujourd'hui, nous avons sollicité les nobles citoyens de Bouira. Nous avons sollicité les citoyens de Bouira fidèles au sacrifice de nos martyrs. Aujourd'hui, nous avons sollicité également les libres citoyens de Bouira afin qu'ils nous apportent leur soutien. Ce projet est un projet ambitieux qui vise, dans le domaine institutionnel, à construire un système de gouvernance qui tire la légitimité de la souveraineté populaire. Un projet qui vise à construire un système de gouvernance basé sur les libertés individuelles, un système libre des restrictions bureaucratiques, un nouveau système où le pouvoir exécutif ne prendra pas le dessus sur les autres pouvoirs, où nous mettrons fin à l'hégémonie des pouvoirs exécutifs sur les autres pouvoirs. Nous voulons construire un État de droit. Voici les fondements de l'État de droit, de l'État démocratique. Nous reconstruirons également une société fondée sur les droits, sur les libertés et sur la justice.
Et la communauté algérienne établie en France a organisé hier soir à Paris un rassemblement électoral massif en soutien aux candidats indépendants. À la présidentielle du 7 septembre, Abdelmadjid Tebboune, un peu plus de 3000 personnes y ont pris part et plusieurs interventions étaient au programme, le tout pour parler justement des avancées de l'Algérie durant les 5 dernières années. Ce soir, merci à toutes et à tous d'être parmi nous. J'ai l'habitude de parler devant des millions de téléspectateurs. C'est de voter en masse. Nous sommes algériens, nous avons des devoirs et nous avons aussi des... On a écouté des interlocuteurs qui nous ont parlé du bilan d'Abdelmadjid Tebboune, le président candidat qui a montré en 5 ans de mandat les avancées de l'Algérie, qui a montré au monde le développement de l'Algérie sur un domaine sécuritaire, sur un domaine économique, sur un domaine politique, sur un domaine social. Donc on est content et heureux ce soir de ce retour de notre communauté nationale à l'étranger. Le candidat, M. Abdelmadjid Tebboune, a apporté énormément pour notre pays et promeut énormément au niveau de la technologie, donc au niveau des startups. Et effectivement, moi, c'est mon axe. Donc c'est ce qui effectivement me motive aujourd'hui pour voter pour M. Abdelmadjid Tebboune et aussi à rentrer pour investir en Algérie. Je soutiens la démarche d'abord démocratique, pour commencer. Ensuite, je soutiens effectivement cette démarche qui est inclusive, parce qu'effectivement, pour la première fois depuis très longtemps, l'Algérie, je parle de l'institution, l'État, parle aux Algériens de la diaspora, et les Algériens se sont fortement mobilisés. Aujourd'hui, il y a un véritable engouement pour cette élection, et le sentiment général, c'est qu'on a l'espoir d'un changement qui continue, une continuité dans le changement, l'espoir effectivement qu'un président soit à la hauteur continue ce travail. Donc apparemment, effectivement, les Algériens sont plutôt inquiets à cause de M. Tebboune. Mais ce qui, moi, me rassure, c'est de voir cette jeunesse arriver, c'est de voir cette volonté de s'engager, c'est de voir des bureaux de vote qui vont sans doute être très importants en termes de quantité et de volume. Et surtout, c'est de voir que l'Algérie bouge enfin et on le remarque. Et puis Abdelali Hassani Cherif, lui, a axé son discours du jour sur les nombreux dangers qui guettent l'Algérie. Le candidat du MSP a notamment évoqué l'entité sioniste, premier partenaire de toutes les forces coloniales. Nous sommes face à une élection présidentielle décisive et face à une élection présidentielle très importante où l'erreur est strictement interdite. La falsification et le trucage de l'opération électorale ne sont pas permis. Le danger menace le pays de toutes parts, au nord, à l'ouest, à l'est et au sud. L'antisioniste, premier partenaire de toutes les forces coloniales, nous encercle de partout, car notre position envers la Palestine reste constante et protectrice de la cause palestinienne. Notre position reste inchangée et soutient la résistance sur le terrain. Une telle position dans un pays comme le nôtre ne sera pas la bienvenue sur une scène internationale indifférente et qui fait alliance avec l'entité sioniste. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que nous avons besoin d'une élection où le peuple pourra s'exprimer sur la continuité et le soutien au prochain président. Nous avons également besoin d'une élection où le prochain président aura une légitimité populaire. Et les membres de la communauté nationale établie à l'étranger commenceront à partir de demain, lundi, à voter. D'après les chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections, le corps électoral de la communauté nationale à l'étranger compte 865 490 électeurs. L'ANI se charge de l'encadrement de ce corps électoral à l'étranger à travers 117 commissions réparties comme suit: 18 en France, 30 dans le reste des pays européens, 22 dans les pays arabes, 21 dans les pays africains et 26 en Asie et en Amérique. Et puis cette activité présidentielle, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Haut Conseil de sécurité, indique un communiqué de la présidence de la République.
Dans l'actualité également, une association écologiste sahraoui dénonce les violations par l'occupant marocain de la souveraineté sahraoui sur les ressources naturelles. L'association pour la surveillance des ressources et la protection de l'environnement au Sahara occidental a tiré la sonnette d'alarme sur les pratiques menées par l'occupant marocain sur les côtes maritimes sahraouis. L'association sahraoui a confirmé dans un communiqué que l'occupant marocain utilise un navire fabriqué au Japon, équipé d'équipements spécialisés pour suivre diverses ressources marines à une profondeur de 1000 mètres. Elle affirme que sa mission prétendue est de développer les connaissances scientifiques nécessaires à la durabilité de la pêche et des ressources marines. Mais en réalité, elle accomplit d'autres missions non déclarées. Elle vise à déterminer la profondeur et la surface des montagnes au sud des îles Canaries, où se trouvent des quantités industrielles de tellure ou encore de cobalt, et de répertorier donc d'autres ressources souterraines pouvant exister et être exploitées par l'occupant marocain. Ce qui est sûr, c'est que le Japon ne peut pas s'engager dans un projet comme celui-ci sans en tirer des gains, car le privilège accordé à ce dernier par l'occupation marocaine est de bénéficier de l'énorme stock de métaux destinés à la fabrication de voitures hybrides. Nous tirons la sonnette d'alarme et d'alerte sur les dégâts environnementaux que pourraient occasionner d'une part les pratiques menées par l'occupant marocain sur les côtes sahraouis et d'autre part les violations des droits du peuple sahraoui et de sa souveraineté sur leurs richesses naturelles. Toujours sur le continent, la vice-secrétaire générale de l'ONU appelle à une résolution du conflit au Soudan lors d'une visite au poste frontière d'Adre dans l'est du Tchad, où elle a assisté au passage d'un convoi d'aide humanitaire. Les Soudanais ont souffert longtemps. Il y a de nombreuses crises dans le monde et nous entendons parler de ces atrocités, nous entendons parler de la faim. Une frontière supplémentaire, une frontière importante a ouvert la semaine dernière et l'aide peut y circuler pour atteindre ces gens. Ils se trouvent dans de nombreux camps, dans de nombreuses villes. Nous essaierons de voir comment nous parviendrons à les atteindre. Nous travaillons avec des partenaires locaux. Il s'agit donc de Soudanais. Nous espérons pouvoir acheminer cette aide là où elle est nécessaire. Pour Amina Mohamed, les crises dans le monde sont nombreuses et la communauté internationale doit apporter davantage de ressources. Nous n'avons pas encore réussi au Soudan, ce n'est qu'une petite part. Nous n'avons pas encore réussi au Tchad, ce n'est qu'une petite part. Les crises dans le monde sont nombreuses et la communauté internationale doit apporter davantage de ressources. Aujourd'hui, nous finançons peut-être 18 à 25, voire 30% des besoins. Les engagements pris par le gouvernement doivent être donc respectés afin que nous puissions aider les populations du monde qui sont dans le besoin. Gaza a besoin d'aide, nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Il est très important que nous mettions fin à la guerre au Soudan. Il y a un processus politique, mais en même temps, la générosité du Tchad, les inondations, les besoins du Tchad doivent également être pris en compte avec les réfugiés qu'ils accueillent. En Europe, les gardes-côtes espagnols ont secouru ce samedi 249 migrants au large des îles Canaries. Des navires de garde-côtes ont remorqué une embarcation en bois avec 174 migrants, dont 12 femmes et 4 enfants, et les ont placés dans un centre d'accueil temporaire. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu mardi dernier en Afrique de l'Ouest dans le but justement de freiner la migration vers les îles Canaries. Et puis la Russie a déclaré samedi que ses forces avaient pris le contrôle du village de Kirovo dans la région de Donetsk et continué d'avancer dans les lignes de défense ukrainiennes, tandis que l'Ukraine a de son côté déclaré que ses forces étaient engagées dans 109 batailles avec l'armée russe dans diverses directions, dont plusieurs sont toujours en cours. Et les équipes de recherche déployées sur le site de l'accident d'hélicoptère survenu dans la péninsule extrême-orientale du Kamtchatka en Russie n'ont pas trouvé de survivants. 17 corps ont été retrouvés après l'accident. La Russie qui commémore ce dimanche les 20 ans de la prise d'otages dans une école de Beslan dans le Caucase russe, qui s'est soldée par un massacre ayant fait 334 morts, dont 186 enfants, et traumatisé le pays. Le 20 août, le président russe Vladimir Poutine, déjà au pouvoir au moment de l'attentat, avait visité donc pour la première fois l'école et comparé ce massacre à l'offensive militaire ukrainienne en cours dans la région de Koursk. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.